nom de la galerie Théorème, je voudrais vous remercier tous de votre présence et particulièrement remercier toute l'équipe du théâtre de la place des Martyrs, ainsi que le bureau d'éducation de l'ambassade de Grèce en Belgique, les cercles helléniques des études contemporaines et l'association des épirotes de leur coopération pour la réalisation de cette exposition qui s'intitule L'art contemporain grec, un dialogue ouvert. Σύγχρονη ελληνική έκτη, ανοιχτός διάλογος. Je vais donner à présent, avec un grand plaisir, la parole à notre invité, à notre orateur principal, théoricien d'art, poète et rédacteur en chef de la revue Ένεκεν de Thessaloniki, M. Giorgos Limokos. Bonsoir de ma part. Merci de votre présence et merci pour l'invitation qui ont contribué à cet événement. Je ne vais pas répéter le titre. Merci à Diana Cléopâtre, à Yannis, à Giorgos et à votre présence. Et place de la Martyre, théâtre des Martyrs, vous allez un peu souffrir de mon accent français, moi aussi un peu. Mais je préparais le texte en français, donc je vais le lire avec un grand plaisir. Et je viens de la Grèce, comme vous savez, le pays traverse une période de crise. Il y a de la douleur et de la souffrance partout. On peut la voir chez les amis, chez la société, chez l'angoisse et la mort parfois. Et donc, une discussion sur la crise, sur l'héritage culturel et social, je peux dire, de la Grèce. Et c'est très important. Et donc, le travail qui est fait ici de Cléopâtre Théorème, c'est aussi très important parce que ça crée un pont, un lien entre la société grecque et la société belge, la société européenne. D'une manière plus générale, la crise est liée directement ou indirectement vers Bruxelles, parce que la ville prend de plus en plus le caractère d'une capitale impériale, que Bruxelles a existé, comme si vous savez, elle était dans le temps une fois la capitale d'un impérium avant la Révolution française, si je ne me trompe pas. Et donc aujourd'hui, avec ce tournant bizarre de l'histoire, il y a toujours des formes anciennes qui apparaissent, qui réapparaissent, qui montrent effectivement la complexité du problème social, économique et culturel, et montrent la nécessité des citoyens, des gens, de répondre chaque fois aux questions précises qui posent la condition sociale, humaine, politique. Et donc, ainsi, on entre dans la question d'Édipe, parce qu'on sait qu'Édipe, c'était quelqu'un qui a posé des questions avec une force incroyable, avec une fureur parfois, une rage, et c'est lui qui a répondu à des questions qui tourmentaient la cité, qui tourmentaient les gens. Et finalement, la question qui nous tourmente tous. Donc, Édipe, c'est une position par rapport à la vérité. Et le titre de mon intervention, ça provient d'un poème que j'ai écrit, s'intitule « Mon père Édipe ». Et le titre du poème, c'est « Bruxelles ». Mon père Édipe avait peur d'avoir été pendu par les panards de la jeunesse. Il a vécu en juste et devenu un sage. Fidèle à son héritage, il ne savait pas s'il s'épaillait la douleur ou si c'est elle qui le bouffait.
Et maintenant, moi, héritier d'un royaume désert, je surveille de nouveau les frontières de mon existence. Le train blindé de la parole transporte l'énigme. Avoir tout perdu et reprendre au commencement. Le parcours, le passage, le chemin constituent le discours d'Édipe. Les oracles, le sphinx, la mesure, le souffle de la danse, la sueur et la respiration de Jocaste, le sang du vagin et l'excitation de la reine-mère, l'œil du corbeau dans la fraîcheur de la poussière, les carrefours et les paysages arides, la couronne de la souffrance définissent le haut plateau de l'histoire. Quand on se rend à Thébès, l'esprit se lamente à Vienne. Dans le brouillard de la forêt, où les rails s'effacent, chez le sylphide au délicieux téton, dans le nid lugubre de Paul Delvaux, dans le sommeil de la lionne, dans le drame de la métonymie, dans la malédiction des cadavres sans sepulcre, dans le sang du Beyrouth, dans la cendre du déchirement, l'oracle dresse le chemin, fixe le parcours. Le roi, aux pieds gonflés, recherche les limites de son royaume, l'essence de l'amour, le train du regard, l'oracle et l'écrit de la cité. Fondement de la civilisation, le mythe d'Édipe continue de mouvoir par l'intensité et la force de son discours tragique, par sa vérité existentielle qui traverse avec affliction le sujet, tout sujet qui se construit à la parole, qui bâtit la ville, qui construit la civilisation. Et ces récits œcuméniques, comment sont-ils aujourd'hui? Qui est le sphinx et qui est l'oracle? Quelle maladie ronge la ville? Quel chemin fixe notre destin et quelle vérité cachée trompe nos yeux comme des écailles? Quel attrait du sang asperge les pas noirs de la danse? Comment sont les discours de la tragédie dans la Grèce actuelle? Quel est le sens et quel est le logos de la tragédie? Ici, permettez-moi de partager avec vous la pensée d'une jeune voix de la poésie grecque contemporaine. Dans une correspondance qu'on avait, elle écrit « Édipe est l'homme éternel, fruit d'un destin inéluctable. Mais cela n'a tenu rien. C'est là justement que repose son humanité. Il ne secoue pas la culpabilité qui pèse sur lui. Il secoue les alibis. La culpabilité, il la prend dans les mains, il l'enfuit en lui. Même si tout cela devait arriver ainsi, avant moi, le poids de mes actes ne diminue pas. Parce que doit garder sur moi toute la souffrance de l'humanité. Parce que mes mains et mon corps tout entier ont agi. Et le corps n'oublie pas. Parce que le corps a la mémoire d'un géant imprègne 10 générations. Le malheur ne s'abat pas sur personne, il s'abat sur la ville. La ville démultiplie les possibilités de mon châtiment. La ville me donne l'océan de mes âmes. C'est pour elle que je marche, c'est pour elle que je me défais. Mon mal doit m'amener dans son royaume. Mon mal, je dois le voir dans 1000 morts. Thébès, c'est le débris d'un bonheur destitué. La démification prend des siècles. On fabrique une fausse sérénité sur tas de sang. Les blessures s'ouvrent encore et encore.
Nous savons que ce n'est pas de notre faute. Cela, certains donnent une sérénité. D'autres, ça l'enseigne encore plus. Ce grand feu, le chacal en toi, qui veut aspirer la douleur est temporaire. Le chacal sera toujours la justice et ses crocs sont insatiables. Tant que nous ne lui donnons pas à manger, il mange sa propre chair. Son cannibalisme n'est pas terrifiant. Ce qui est toujours terrifiant, c'est la condamnation à une fin éternelle. Rien finalement n'est comme il paraît. Rien finalement n'est ce qu'il paraît. Cette vérité du théâtre, de la représentation, de l'ambiguïté de la parole, du déchirement érotique, de la mort survenant, sont le chemin et la manière d'Édipe. Le chemin, c'est le passage des limites de la parole. Et pourtant, tout parle, tout déclare. Que nous dit l'oracle aujourd'hui? Quels sont les mots du Sphinx? Là-bas, au bout de la ville, à la porte d'à côté, sur le marché du musée Africa, aux racines de la forêt de Tervuren, le Sphinx nous parle du corps morcelé de Patrice Lumumba, du sang versé à Chabra Chatila et dans les ruelles de Beyrouth, du paix du corps de Jean Genet, de la chair des hommes. Le Sphinx parle de la grande maladie qui ronge la ville, des camions qui débordent à nouveau des cadavres sur la route de Vienne, des cadavres des enfants rejetés par la mer, comme les méduses au mois d'août. Le malheur règne sur la cité. Le courage d'Édipe, c'est le passage, sa décision d'arriver à accomplir les oracles, d'assumer les poids de son désir, d'assumer le discours de la tragédie. Le mythe veut que le héros tragique devienne la représentation du tragique. Avec Édipe, l'oracle devient tragédie, la vérité, ouverture sur le monde, le destin, la dialectique du discours, l'enchevêtrement des signifiants. C'est dans les mythes que chaque époque lit son destin. Sa poésie esquisse l'histoire. La poésie, écrit Benjamin Perrin, demeure omnipotente, bouillon dans les récits mythiques de l'Esquimau, éclate dans la lettre d'amour, mitraille le peloton d'exécution qui fusille l'ouvrière exhalant un dernier soupir de révolution sociale. Le mythe veut qu'en mars 1942, face au peloton d'exécution des soldats italiens, à proie à la même peur que les otages politiques condamnés à mort, Pantelis Pouliopoulos leur parle dans la langue des hommes. Originaire de Thebes, la cité aux 7 portes de la malédiction et du drame édipien, né en 1900, année où le médecin viennois Sigmund Freud publiera son livre sur l'interprétation des rêves et où il est mentionné le mythe d'Édipe, avocat, combattant intellectuel, il cartographiera les limites de la langue néo-hellénique, découvrira d'une façon prophétique la tragédie néo-hellénique. Polyglotte, traducteur, internationaliste et chef de file du mouvement ouvrier, sa personnalité politique est comparable à celle d'Antonio Gramsci ou de Rosa Luxemburg. Pantelis Pouliopoulos, par sa vie et son œuvre, fixe pour toujours le destin de la société grecque. Sa vie devient un discours tragique, inclusion de la vérité. Et la vérité a un caractère prophétique. Le peloton baissera les armes. Il refusera d'exécuter l'homme, le condamné à mort, qui a face à lui et qui leur parle la langue des hommes. Pouliopoulos résout l'énigme du Sphinx. L'homme est au centre de l'histoire et l'histoire
et le vécu tragique de grondement de fusils. Pouliopoulos, tout comme l'héros tragique de Thebes, dévoile les limites du discours. La mort, c'est-à-dire la violence de classe, fixe le destin des hommes. Pouliopoulos fixe le destin et la perspective de la langue néo-hellénique, de la culture néo-hellénique. Une langue brisée, fragmentaire, hantée par un passé qui vit et la fixe, mais qu'elle-même ignore, peut trouver son sens lorsque son action l'amène à l'ancienne vérité, à l'œuvre et au labeur de l'homme. La culture néo-hellénique, la langue néo-hellénique ont un sens lorsqu'elles conversent avec l'histoire, lorsqu'elles influent sur l'histoire mondiale, lorsqu'elles contribuent à son évolution tragique. Un poète écrit encore « Qu'est-ce que je pense être le plus important dans l'histoire de Pouliopoulos? Que la fin n'a jamais justifié les moyens. Le machiavélisme qui a mangé les chairs et l'humanité de notre civilisation tout entière n'avait pas trouvé de quoi écraser cet homme. Par égard pour le pragmatisme, Zacharias et les autres ont fait ce qu'ils ont fait, car soi-disant n'était pas possible autrement. L'internationalisme était le rêve des derniers romantiques et non une tactique politique. Et pourtant, Pouliopoulos leur prouve que les derniers romantiques avaient raison et leur montre à deux reprises. Une première fois lorsque les soldats baissent leurs armes, et une deuxième lorsque lui-même, c'est un fantôme errant au-dessous des débris de son pays, quand l'histoire prend sa revanche sur le compromis et les tactiques, entre guillemets. Les erreurs ont payé avec les morts de la guerre civile et les sombres années qui ont suivi. Non, la fin ne justifie jamais les moyens. Et un petit contournement vaut pour tout le chemin. C'est ça qui s'est passé. La tragédie va s'achever. Les cadavres de Pouliopoulos et de ses camarades resteront sans sépulcre. La malédiction d'Édipe va s'achever. Les jours d'après, c'est-à-dire le temps, la violence et la mesure de l'homme, la poésie, nous assignent. Les énigmes de l'amour et de la mort retentissent. Merci pour votre attention.